Bonjour Minecrafter. Aujourd'hui je voulais vous présenter un élément costume futuriste que j'ai appelé une exospine. Donc ça consiste en une colonne vertébrale de 7 vertèbres, sur laquelle j'ai fixé des anneaux de LED, un casque pour la maintenir sur la tête, et un petit boîtier de commande ici pour varier entre les différentes animations. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à toute la partie mécanique, donc du design 3D jusqu'à la peinture, et on verra l'électronique et la programmation dans une seconde vidéo. Pour ce qui est du budget du costume, vous voyez là un décompte approximatif. L'idée c'est que le costume il est assez cher, 150 € c'est pas rien, mais si vous voulez réduire la facture, vous pouvez changer plein d'éléments, donc notamment le harnais que j'ai acheté, vous pouvez juste le bricoler en tissu. Pour ce qui est des LED, j'ai utilisé des anneaux de LED qui sont très chers, parce que je les avais sur l'étagère, et donc ils traînaient, et finalement je les ai pas achetés pour ce projet-là. Vous pouvez mettre à la place du ruban de LED pour essayer dans les programmables. Vous pouvez aussi remplacer les anneaux de 12 LED par juste des LED à l'unité. Donc ça coûte autour de 1,50 € et ça reste programmable, vous ferez toutes les couleurs. Et si vous voulez rester sur du low cost, vous pouvez même virer toute l'électronique et donc simplement mettre des LED 5 mm classiques. Et là vous en sortirez pour moins d'1 € de LED. Et donc votre facture électronique elle va passer de 95 à 1 €. Et vous aurez quand même toute la partie mécanique avec la structure de la colonne vertébrale. Le meilleur moyen que j'ai pour vous montrer mon idée de base, c'est de vous montrer le projet fini, qui ressemble globalement à ce que j'avais en tête. Donc on va avoir 4 pièces à réaliser. Les vertèbres, bien sûr, qui accueillent un anneau de LED et qui permettent de laisser passer le câblage tout en étant articulé. On va avoir le casque, qui lui intègre aussi un petit peu d'électronique, puisqu'on a une LED là et un vibreur ici, qui doit être à la fois serré sur la tête, mais quand même confortable pour pouvoir le tenir plusieurs heures. On a la pièce qui permet de relier le harnais à la colonne. Et enfin, on a le boîtier de contrôle, donc qui lui est en plusieurs parties, mais que je vais considérer comme un seul petit projet, qui est aussi imprimé en 3D. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la conception, je voulais vous parler un petit peu de mes inspirations. Il y a essentiellement une vidéo, qui est une fan vidéo de Warhammer 40 000, qui présente ces types. Je connais pas assez Warhammer 40 000 pour savoir qui c'est, mais je trouvais que la colonne vertébrale qui leur sortait du dos pour rejoindre l'arrière du crâne était sympa, et que ça pouvait donner un projet qui avait de l'allure. C'est pas un projet de cosplay, le but c'était donc pas du tout de reproduire à l'identique. Par contre, je m'en suis pas mal inspiré, notamment sur la forme des vertèbres. On va voir ça tout de suite dans la conception 3D. Pour la connexion entre les vertèbres, je me suis inspiré de tous les supports de webcam qu'on trouve dans le style, donc qui sont à chaque fois une répétition de la même pièce qui vient s'emboîter l'une dans l'autre, en suivant une liaison rotule, on appelle ça en mécanique, c'est-à-dire que les deux pièces tournent autour d'un même point, et sont ensuite enchaînées. L'idée étant que ces pièces doivent être capables de tourner les unes par rapport aux autres, tout en restant fixes si on ne les force pas. Donc il va y avoir juste un petit ajustement à faire au niveau de la conception mécanique, mais a priori c'est pas très compliqué. Pour ce premier essai, je suis parti sur le diamètre extérieur de la petite boule qui soit égal au diamètre intérieur de la grande boule. L'idée c'est que je compte sur le fait que les défauts que va apporter l'imprimante 3D vont faire que la surface va être suffisamment granuleuse pour que les pièces frottent l'une contre l'autre, ce qui va permettre d'apporter un peu de rigidité à cette liaison. Mais comme le diamètre va être le même, ça devrait quand même pouvoir permettre de bouger si je force un petit peu dessus. Il va aussi falloir jouer avec les défauts de l'imprimante 3D, c'est-à-dire que mon imprimante elle est réglée d'une certaine manière, elle a ses défauts. Sur une autre imprimante, les défauts vont être différents, ce qui fait que la connexion entre les deux boules va être différente, et il va falloir éventuellement ajuster un petit peu ces dimensions-là. Pour ce qui est de la forme de la vertèbre, là, je me suis bien inspiré de la vidéo. Si vous regardez un petit peu, c'est plus ou moins le même genre de forme qu'on va garder. C'est pas du tout des vertèbres humaines. Comme la forme n'est pas forcément adaptée à un logiciel de mécanique, donc il a fallu que je trouve des astuces. Donc là, l'idée c'est que j'ai juste fait un bloc et je suis venu retailler dedans pour avoir les formes que je voulais. On met les petits picots qui sortent, qui permettent de donner un style un peu plus agressif à ces vertèbres. Pour essayer de voir à quoi ça va ressembler en vrai, je crée un assemblage, donc je me rends compte qu'elles sont un peu grandes quand même, mes vertèbres, un petit peu longues, donc l'idée c'est que je vais les raccourcir, donc en simplement rapprochant les deux boules extérieures. Je creuse une poche pour fixer l'anneau de LED. Je fais une deuxième gorge autour qui va permettre de faire passer les fils pour éviter que les fils soient coincés entre l'anneau de LED et la vertèbre.
Je fais tout un tas de perçages qui vont me permettre de passer les fils et qui vont aussi donner une élasticité aux boules pour pouvoir les clipser. C'est-à-dire que les deux demi-sphères vont pouvoir se rapprocher l'une de l'autre, ce qui va permettre de rentrer, et ensuite elles vont se réécarter dans la boule, et ça va permettre de rester en place. Donc je finis en mettant des congés partout, c'est-à-dire que sur chaque arête, je viens arrondir via une fonction du logiciel. Ça permet d'avoir une pièce qui est un peu plus jolie, qui va avoir un côté plus organique, plus naturel, que juste si elle était taillée comme elle est au début, toute anguleuse. Donc je vérifie que dans l'assemblage, tout a l'air correct. Donc pour l'assembler, je mets des contraintes, en fait, j'impose à certaines surfaces d'être l'une contre l'autre, et aux boules d'être l'une dans l'autre. Donc comme ça, on a un modèle qui a l'air sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'imprimer en 3D, on va regarder ce que ça donne en vrai, et on va checker si notre jonction fonctionne. Donc j'ai imprimé 2 vertèbres, 2 évidemment pour pouvoir les emboîter, parce qu'une seule ça sert à rien. Elles s'emboîtent plutôt bien, par contre ce qui se passe c'est qu'elles se détachent plutôt facilement et du coup j'ai peur de perdre la colonne en route. Donc pour corriger ça, en fait, tout simplement il va falloir juste garder les mêmes diamètres de boule. Ça c'est nécessaire parce que si j'augmente la taille de la boule intérieure, effectivement ça va avoir plus de mal à se décaler. Par contre ça va forcer sur les pièces, donc ça c'est pas terrible. Par contre que cette boule là recouvre un peu plus l'autre, c'est-à-dire que la demi-sphère aille un petit peu plus loin. Ce qui fait que ça va être plus dur à enclencher mais aussi plus dur à retirer, et donc c'est ça qu'il nous faut. Je remarque aussi que si je les bloque pas, en fait, les vertèbres elles vont avoir tendance à tourner l'une autour de l'autre. Et ce qui fait que je vais me retrouver avec la moitié des vertèbres à l'envers ou quelque chose comme ça au bout d'un moment. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est plutôt que de les garder 100% libres, donc ce que j'ai appelé une liaison rotule en mécanique, on va faire une rotule à doigt, c'est-à-dire qu'on va bloquer simplement un axe. Donc pour ça, il suffit de rajouter un petit taquet ici, donc là je l'ai soudé à la main, mais en gros je vais le rajouter dans le modèle pour les prochaines impressions. Et ça va faire que la vertèbre va se retrouver bloquée et va pouvoir pivoter que de 1 ou 2 degrés. Et ça va permettre de garder une bonne solidité et d'éviter qu'elles se retournent les unes sur les autres. Pour ce qui est de la taille du cercle dans lequel je vais fixer l'anneau de LED, il est un peu petit, donc je vais juste l'élargir un petit peu et le creuser un petit peu plus. Mais donc ça c'est des modifications minimes. Mais sinon pour ce qui est de la taille, ça a l'air pas mal. Ça m'a pas l'air très penché, donc je vais augmenter aussi l'angle entre la boule du bas et la boule du haut, ce qui va permettre en fait d'avoir une courbure plus accentuée naturellement. Et ça devrait fonctionner très bien. Maintenant que les vertèbres sont prêtes, on passe au casque. Donc je m'inspire d'un précédent casque que j'avais fait pour garder à peu près la taille de ma tête. Maintenant ce qui se passe, c'est comme il est ouvert, il va probablement être un peu trop élastique, donc un peu trop large, on verra ça après. De toute façon, cette forme-là est pas très importante puisque je pourrais le remodeler à la chaleur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est imprimé, je le passe au décapeur thermique ou au sèche-cheveux si vous n'en avez pas. Et ça permet de lui donner la forme qu'on veut, un peu à la manière du Worbla. C'est-à-dire qu'on va le chauffer, on le modèle un petit peu et en refroidissant, il va durcir à la forme qu'on veut. Je rajoute à l'arrière une boule qui va permettre de le clipser avec les vertèbres. Je rajoute 2 dômes qui vont venir appuyer à l'arrière du crâne et ce qui va permettre de supporter le casque plutôt que d'éviter de porter tout le poids en l'ayant serré autour de la tête ou sur les oreilles. On n'est clairement pas sur un design définitif, mais je vais l'imprimer en 3D, comme ça je vais voir les corrections qu'il y a à faire, notamment sur le cerclage autour de la tête et sur le clipsage avec les vertèbres. Et ensuite, à partir de là, on pourra ajouter des détails, ajouter des fioritures et en faire quelque chose d'un peu joli. J'ai imprimé la première version du casque, donc ça clipse très bien avec les vertèbres, c'est même un petit peu plus dur que sur les autres parce que la boule étant pas fendue, elle a du mal à venir se clipser, mais du coup au moins ça tiendra bien. Donc ça correspond pas tout à fait à ma tête, elle est un peu trop large ici. Par contre donc, au niveau des oreilles c'est bien, et les petits supports à l'arrière ça permet d'éviter que le casque tombe trop bas. Donc ça c'est pas mal, va falloir modifier parce que donc clairement là, le tour de tête est pas adapté. Donc je vais le corriger encore un petit peu avant de le passer à chauffer. Et ça devrait être beaucoup mieux. Je passe sur ces modifications du casque en très accéléré parce qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant. C'est surtout donc des ajouts de design. Évidemment la correction qui va permettre que le casque soit mieux centré autour de la tête. J'ajoute aussi à l'avant donc des petites fioritures pour qu'il soit un petit peu plus joli, toutes les parties qui vont être collées contre le visage. Je rajoute aussi une rigole à l'intérieur du casque qui va permettre de faire passer des fils qui vont amener à gauche à une LED et à droite à un vibreur. Et on devrait être sur une solution pas trop mal. On va aussi imprimer cette version et on va voir ce que ça donne. Donc là sur cette version du casque c'est pas trop mal. Par contre ce qui s'est passé c'est que je
me rends compte que quand j'ai la colonne qui ajoute du poids à l'arrière, le casque a tendance à se relever. Donc ce qu'il va falloir ajouter, c'est ici une petite base là, qui va venir bloquer contre l'arrière de la nuque, et qui fait que quand le casque va avoir tendance à se relever, en fait il va simplement appuyer contre la nuque, et du coup ça va l'empêcher de partir en arrière. Et je pense qu'on devrait être pas mal d'une solution optimale après ça, et que donc il ne restera plus qu'à ajouter une petite tige ici, et à le passer au décapeur thermique, pour lui donner une forme qui maille parfaitement. On passe maintenant au support qui est en bas de la colonne et qui va être fixé sur le harnais. Donc pour ça, il a besoin évidemment d'une boule qui va se clipser dans la dernière vertèbre, et aussi d'une plaque qu'on va pouvoir coudre sur le harnais. Donc pour ça, je vais prévoir des perçages dans lesquels on va passer l'aiguille, et des petites gouttières entre chacun de ces perçages pour que le fil soit bien guidé et qu'il ne vienne pas s'accrocher, parce que ce qui se passe, c'est que les surfaces imprimées en 3D sont souvent un peu rugueuses, et si vous avez essayé de coudre des trucs imprimés, vous avez vu que le fil se prend très régulièrement dans des petits accros de surface. Donc là, avec ces gouttières, ça devrait nous permettre de coudre tranquillement sans avoir de problème. Je mets aussi des perçages qui vont permettre de laisser passer les fils électriques, donc tout ce qui vient alimenter les LED de la colonne, ça va passer par là, puisque la partie programmation et alimentation est directement sur le harnais. Il reste un dernier élément qu'on n'a pas abordé, c'est le boîtier de contrôle. J'ai fait le choix de mettre dedans des composants électroniques assez qualitatifs, donc comme ce petit switch ou comme ce gros bouton. Typiquement, ça c'est des choses que vous trouvez dans les halls d'immeubles ou dans les ascenseurs. Il y a un inconvénient, c'est que c'est assez épais, donc du coup, forcément, le boîtier de contrôle, il est aussi assez épais. Par contre, c'est très facile à câbler, et surtout, c'est très qualitatif visuellement. C'est rétro-éclairé, donc tout de suite, ça donne un look assez sympa. J'ai mis une petite LED aussi, qui va être témoin de l'animation qui se passe dans la colonne vertébrale, parce que comme elle est dans mon dos, je vois pas vraiment ce qui se passe. Donc là, au moins, je suis sûr de quel réglage j'ai mis avec les boutons. J'ai aussi une molette, ici, qui va me permettre de régler la luminosité. Donc par exemple, si on est dans le noir, je vais baisser pour éviter d'éblouir les copains. Et au contraire, si je veux passer en mode sapin de Noël, je règle à fond. Il y a plusieurs façons de capter des angles. Donc pour ça, une petite minute matos pour vous expliquer les différentes méthodes. Il existe plusieurs méthodes pour détecter des variations d'angle. Je vais vous présenter 3 types de matériel qui permettent de le faire. Tout d'abord, on a ce type de sélecteur. Celui-là, il a 5 positions, où en fait on vient relier les picots aux entrées de la carte Arduino pour savoir sur quelle position on est. Donc c'est assez rustique, c'est très facile à programmer. Par contre, du coup, c'est assez limité parce qu'on n'a qu'un petit nombre de positions disponibles. On a ensuite le classique potentiomètre. Donc lui, il fonctionne avec un seul fil qui se branche sur une entrée analogique. Il va renvoyer une valeur entre 0 et 1023 qui correspond à sa position sur le cercle. Par contre, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'il a 2 butées. Et en général, on est autour de 180 degrés d'amplitude. Et ça peut être limitant dans certains cas. Et enfin, on a l'encodeur à quadrature. Donc lui, il fonctionne par petits crans. Lui, il faut 20 crans pour faire un tour. Il fonctionne avec 2 fils, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe un cran, il envoie 4 ticks à la carte Arduino sur ces 2 fils. Et selon l'ordre dans lequel ces ticks arrivent, on est capable de déterminer si c'est un tour vers la droite ou vers la gauche. C'est plus difficile à programmer, ça nécessite d'utiliser les interruptions, mais par contre, ça permet de faire des tours complets sans problème, et c'est relativement précis. Pour le boîtier de contrôle, j'ai fait le choix de l'encodeur à quadrature parce que je voulais pas avoir juste une plage de 180 degrés. Je voulais qu'on puisse pouvoir faire plusieurs tours pour montrer que la puissance monte. En plus, ça se câble qu'avec 2 fils et ça se programme relativement bien, donc ça allait très bien pour ce projet-là. Donc maintenant qu'on a fait le choix de tous les composants, il ne nous reste plus qu'à faire la modélisation 3D de la molette, la partie supérieure du boîtier, la partie inférieure, et après on aura fait toutes les modélisations, toutes les impressions, et il nous restera à passer à la partie électronique et peinture. Je commence par modéliser le curseur, comme ça nous donnera le diamètre du trou correspondant dans le boîtier. Je dessine un petit épaulement, ce qui fait que le curseur il sera piégé entre l'encodeur et la coque du boîtier. Donc il ne pourra pas bouger, il n'y aura pas besoin de le fixer autrement. Je commence par la partie supérieure du boîtier parce que les composants vont nous donner la taille totale du contrôleur. Je mets les empreintes pour les 3 switches, les 3 boutons et le curseur. On voit d'ailleurs que sur cette première version, j'ai oublié la LED, mais ce sera corrigé plus tard. Maintenant qu'on a la taille du boîtier, on passe à la partie basse. Je mets bien sûr des trous dans le fond qui vont permettre de le coudre et de le fixer sur le harnais. Pour fixer les 2 parties du boîtier ensemble, j'ai utilisé une technique assez classique en laissant une empreinte d'écrou sur la partie basse et un perçage pour passer la vis sur la partie haute. Ensuite, il suffira simplement de visser la vis dans son écrou pour maintenir les 2 parties ensemble.
Je fais quelques corrections à la partie supérieure, donc notamment je laisse un emplacement pour la LED. Sur la partie basse, je place un petit pilier pour que la LED soit à fleur du boîtier haut. Je dessine un support pour fixer l'encodeur et pour qu'il soit à la bonne distance, de façon à ce que le curseur soit pile poil à fleur de la coque supérieure du boîtier. Je vous ai passé quelques petites étapes de détail qui ont permis de donner les pièces finales, mais on a vu l'essentiel du processus. Maintenant il nous reste la peinture. Donc pour la peinture, je mets d'abord une couche de sous-couche, ensuite je viens bomber en noir effet métallique, et ensuite je viens brosser avec de l'acrylique argenté sur les arêtes pour donner un côté un peu métal usé. Je suis pas du tout un expert en peinture, donc il y a probablement plein d'autres méthodes, mais en tout cas ça donne un rendu qui est relativement correct, et c'est largement suffisant pour ce que je voulais faire. La partie mécanique est terminée, on se retrouve très bientôt pour l'électronique, donc choix des composants, câblage et bien sûr programmation pour faire les différentes animations de la colonne vertébrale. En attendant, restez créatifs.